d'études et de développement à la GFIP, à la délégation régionale des Hauts-de-France, et je travaille sur cette thématique depuis plus de 15 ans maintenant, donc notamment sur les spécificités du management des personnes en situation de handicap psychique. Je vais laisser la main à Carole. Bonjour à toutes et à tous, donc Carole Coeffier, je suis chargée d'études et de développement en Hauts-de-France et je suis en charge de l'accompagnement des entreprises. Je laisse la parole à Stéphanie. Et donc Stéphanie Foulois, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis chargée d'études et développement au sein du pôle sécurisation des parcours de la GFIP Hauts-de-France. Et je laisse la parole sans plus tarder à nos partenaires du CREPSI pour qu'elles puissent se présenter également. Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre participation. Je suis Cindy Mandler, membre fondateur du CREPSI Hauts-de-France, centre de ressources sur le handicap psychique. J'en ai pris la direction il y a 3 ans et je laisse la parole à Suzelle. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Suzelle Métro et je suis infirmière au CREPSI. Voilà. Merci encore une fois à tous ceux qui nous ont rejoints. On a effectivement la Normandie qui est dans la place, les Pays de Loire, et nous qui sommes basés en Picardie et en Hauts-de-France, plus précisément, on a même Villeneuve d'Ascq qui est dans la place. Voilà. Merci à tous. Et donc nous allons, je vais faire un bref mot d'introduction, mais la santé mentale est une grande cause nationale en 2025. Et cette impulsion nous a donné envie de reprendre une formation sur ce thème destinée aux managers et de la synthétiser sous la forme d'un atelier pratique en lien avec le management d'une personne en situation de handicap psychique. Cet atelier d'1h30, condensé d'une formation de 2 jours qui avait été co-développée, coproduite, on va dire, au niveau de la pédagogie entre la GFIP, la délégation régionale des Hauts-de-France, avec l'expertise du CREPSI, du CREPSI Hauts-de-France, va être en tout cas synthétisé, on va dire restructuré pour qu'on puisse vous en donner, on va dire, la quintessence en 1h30, sachant que c'est un exercice complexe de pouvoir effectivement aller à l'essentiel. Donc, nous ne traiterons pas tous les sujets, notamment dans les liens importants dans la mise en œuvre des actions avec le service de prévention et de santé au travail. Nous aborderons le sujet, mais nous le survolerons alors que c'était un élément beaucoup plus important dans la formation de 2 jours. Je reviens en préambule peut-être sur les spécificités du management d'une personne en situation de handicap psychique et j'aurais envie de dire d'une manière un peu caricaturale qu'il n'y en a pas. D'abord et avant tout, le management d'une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son handicap, qu'elle soit valide ou en situation de handicap, que ce soit sur du handicap psychique ou sur une autre thématique, sont les mêmes. Concrètement, pour un manager, l'objectif est de fixer des objectifs et allouer les ressources nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, sous réserve qu'il les ait bien sûr. Son rôle est également de coordonner les équipes, de faciliter la mise en place d'un cadre respectueux des valeurs de chacun, et ça, il n'y a pas de changement. En tout cas, les bases du management vont être les mêmes, quelle que soit la personne et quel que soit le handicap de la personne. Ce qui peut changer, c'est que ponctuellement, on peut retrouver des situations de handicap, et on peut en avoir quel que soit le handicap, notamment sur le handicap psychique. Donc nous essaierons de nous focaliser sur des éléments dans lesquels le trouble ou les troubles peuvent intervenir et poser problème au manager en termes de questionnement. Donc nous aurons des situations concrètes que nous allons aborder. Et puis nous aborderons également le retour d'un arrêt long, puisque c'est une des problématiques qu'on peut avoir dans, on va dire, l'encadrement, le management d'une personne en situation de handicap psychique qui peut également être susceptible d'être arrêté, comme pour tout type de handicap. Et nous verrons effectivement, nous travaillerons sur cette thématique-là. Le plan de l'atelier. Dans un premier temps, nous aurons une présentation par Cindy Mandler et Suzelle du métro. Oui, c'est ça. Désolé, Suzelle, voilà. Des concepts clés sur le handicap psychique. Alors, elles devront faire court, elles le savent, mais donc c'est vraiment bien une première ébauche d'informations sur le sujet. Et le CREPSI est habituellement habitué à des formations et des sensibilisations bien plus approfondies. Dans un deuxième temps, autour de 3 cas concrets, autour de vidéos, nous nous séparerons en sous-salles pour évaluer les difficultés, comprendre les difficultés que pose le film dans cette situation que vivrait le manager, et puis trouver des pistes de solutions collectives. C'est une séquence qui durera 15 minutes en sous-salle. Et ensuite, nous aurons des éléments de débrief sur chacune des situations proposées pour avoir et repartir avec des idées claires sur quoi faire, que faire quand cette situation se déclare. Vous aurez bien sûr les éléments du support qui seront accessibles et diffusés aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Et on aura une troisième partie dans cet atelier qui seront la présentation des appuis spécifiques, une prestation de la GFIP qui est par typologie du handicap. Stéphanie nous en dira un peu plus, mais donc avec un appui spécifique qui existe notamment sur le handicap psychique.
Et cet troisième temps sera conclu par la présentation d'un témoignage d'une salariée en situation de handicap psychique qui nous présentera les éléments qui fonctionnent, les éléments qui sont parfois plus difficiles et notamment ce qu'a pu lui apporter les appuis spécifiques. Nous aurons également la présence de Dimitri Ebrahim qui est l'accompagnant et le prestataire qui réalise ce type de prestation qui nous dira un mot de conclusion. Voilà. Et donc je laisse tout de suite la parole pour ne pas mettre l'atelier en retard à Cindy et à Suzelle. À vous de jouer. Il faut que vous réactiviez votre micro. Voilà, pardon. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Oui, c'est Ok, bon. super. Donc, merci Sylvain. Comme l'a dit Sylvain, nous allons, nous, au niveau du CREPSI, essayer de vous donner les premières clés de connaissance et de compréhension de ce qu'est le handicap psychique, de quoi parle-t-on, quels sont les troubles. Donc, il ne s'agit pas d'une formation, mais effectivement, pendant les premières minutes, de vous donner les premières clés et il ne faudra pas hésiter à revenir vers les réseaux qu'on pourra vous citer ou vers la GFIP si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter donc, notre service. Donc, le CREPSI, handicap psychique. Excusez-moi, on a un petit... Bon, la vidéo ne se... Ah, attendez. Il suffit qu'on le fasse. Alors, dans ces cas-là, je meuble. Voilà, je vais me dépêcher de le remettre. Pas de problème, Cindy. Voilà, c'est pourtant tout était. Voilà, vous le voyez bien normalement. Voilà, c'est Donc parfait. le CREPSI est un centre de ressources sur le handicap psychique donc, qui a été créé en 2013 à l'initiative de 3 associations, 2 associations gestionnaires de services médico-sociaux dans les Hauts-de-France et une association de famille. L'idée étant d'apporter un appui aux personnes en situation de handicap psychique. On était 10 ans après la loi sur reconnaissant le handicap psychique. On allait les approcher et peu de personnes avaient accès aux dispositifs de droit commun et peu de personnes avaient accès à des reconnaissances et aux outils. Donc, l'Agence régionale de santé a accepté de financer un centre de ressources. Donc, nous avons pris la constitution d'un groupement de coopération médico-sociale et nous avons ouvert donc, en 2014 à Los, donc dans les Hauts-de-France. Puis, avec la fusion des grandes régions, nous nous sommes étendus pour le sud région avec la Picardie et nous avons ouvert une antenne à Amiens. Donc, à qui nous nous adressons? Nous nous adressons aux personnes en situation de handicap psychique qui cherchent à avoir des clés d'information et de compréhension, à leurs aidants, à leurs familles et leur entourage, aux professionnels en lien avec une personne en situation de handicap et à toute personne désireuse de s'informer sur le handicap psychique. Nos missions. Donc, nous avons 5 missions principales. La première mission, c'est l'accueil, information, conseil. Nous donnons des informations sur toutes les questions qui se posent ou que les personnes se posent sur le handicap psychique. Ça peut être des notions sur je ne comprends pas ma pathologie, je viens d'être diagnostiquée, mais je n'ai pas très bien compris ce que m'a dit le médecin psychiatre. Pouvez-vous m'expliquer? Ou alors, je suis en risque de rupture de parcours de soins, ou même des proches ou des aidants qui viennent essayer de comprendre ce qu'est le handicap psychique. Nous avons également une mission de sensibilisation et de formation. Donc, sensibilisation, c'est ce à quoi vous allez être participant aujourd'hui dans un format un peu plus réduit. Donc, ce sont des temps d'une demi-journée où on vient, comme là, donner les clés d'information et de compréhension, notamment dans un objectif de déstigmatisation du handicap psychique. Nous sommes organismes de formation certifiés Calliope, donc nous avons un catalogue de formation exclusivement basé sur des formations sur le handicap psychique. L'idée étant de favoriser la montée en compétence des acteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap psychique. Nous proposons également aux professionnels un appui à l'évaluation de situation. Donc, c'est lorsqu'un professionnel accompagne une personne et qu'il rencontre des difficultés. Donc, par exemple, nous avons des employeurs qui nous ont déjà contactés en disant moi, j'ai une personne qui revient après une longue absence professionnelle suite à un syndrome d'épuisement professionnel. Je n'ai pas forcément bonne connaissance de ce qu'est ce syndrome-là et je voudrais préparer au mieux le retour à l'emploi de cette personne-là. Pouvez-vous me donner les clés et pouvez-vous m'aider à favoriser l'insertion? Nous avons également une notion d'animation et de mise en réseau sur les territoires, notamment pour éviter les ruptures de parcours. Donc, l'idée étant d'apprendre les acteurs à mieux se connaître pour qu'ils puissent travailler en synergie de façon à apporter des réponses coordonnées aux personnes. Enfin, notre dernière mission, c'est une mission d'étude, de recherche et d'observation. Donc, nous contribuons à faire avancer la recherche sur le handicap psychique en essayant de créer des outils, des pratiques
Donc, à titre d'exemple, pour la première fois en France, des personnes en situation de handicap psychique ont fait l'objet d'une étude et ont été reconnues en tant que chercheurs. Donc, cette étude-là a été diffusée sur des revues de recherche. Vous pouvez la consulter sur notre site internet. L'idée étant d'aider la personne à prendre conscience, après avoir pris en charge pendant des années sa santé mentale, prendre conscience qu'il est temps de prendre en charge sa santé somatique. Donc, nous avons, avec ces personnes concernées, créé un questionnaire d'auto-évaluation qui permet à la personne de travailler sur sa prise de conscience et de pouvoir ensuite aller demander de l'aide auprès des professionnels de santé autres que les professionnels de santé mentale. Donc, nous sommes basés en région Hauts-de-France. Mais néanmoins, il existe d'autres centres de ressources sur le handicap psychique. Donc, il n'y en a pas dans toutes les régions, malheureusement. Mais il y en a, donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient connectés du Pays de la Loire, donc vous avez le CREPSI du Pays de la Loire. On a vu tout à l'heure une personne de la Guadeloupe, donc vous avez également un CREPSI en Guadeloupe. Il y en a également à Niort, il y a le REPSI à Grenoble et également le CEPSI, pardon, en Île-de-France. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, ils ont des missions à peu près similaires par rapport à nous. Avant d'avancer sur le handicap psychique, je vous propose de faire un petit quiz et de se rappeler ensemble quels sont les différents types de handicap. Donc, vous connaissez le premier logo. Je vous laisse quelques secondes. À votre avis, à quel handicap cela fait-il référence? Vous vous en rappelez, le handicap moteur, c'est celui qui est le plus connu. Deuxième logo, je vais vous laisser quelques secondes. Donc, ce logo-là est également un peu plus connu, c'est le handicap sensoriel. Alors, celui-ci, je vous laisserai quelques secondes pour réfléchir également. Effectivement, je vois que ça réagit, handicap sensoriel. Certaines personnes ont trouvé la réponse. En effet, c'est bien le handicap mental. Et bravo à vous, parce que bien souvent, on confond sensoriel et mental et on pense que c'est le logo pour les personnes dépourvues de capacité de parole. Et effectivement, c'est bien le handicap mental. Le troisième logo, on va voir si ça réagit sur le chat. Ah non, il y a des petites erreurs. Mais il y a des bonnes réponses. Il y a des bonnes réponses, effectivement. C'est le handicap cognitif. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse. Alors, un nouveau qui est apparu avec la loi de 2005. Alors, celui-ci, je vous laisse également quelques secondes. Ah, on a déjà la bonne réponse qui est arrivée très vite. Effectivement, c'est le handicap lié à une maladie invalidante. Et le dernier, du coup, ah, ça prend un peu plus de temps sur le chat. Et oui, voilà, vous l'avez deviné, c'est le handicap psychique. C'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui. Mais quand on parle de handicap psychique, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que la santé mentale. Donc, du coup, je vous propose une petite vidéo de quelques minutes qui vous permettra d'aborder les contours de la santé mentale. On n'entend pas le son, Cindy. Tu peux refaire le partage et il faut cocher en haut à droite pour partager. Inclure le son. Oui, c'est fait. Hop, c'est bon. Et normalement, c'est bon. On retente en espérant que ça fonctionne bien cette fois. C'est bon pour vous? Non. Commence. Commençons par la Oui, petite ça fusée. marche. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacles. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif,
également négatifs, mais qui concernent les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de deux éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, deux individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes Fée. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Donc voici une petite vidéo que vous retrouverez sur le site Psycom. N'hésitez pas, hein, c'est un service financé par l'État qui vous permet d'avoir les clés d'information et de compréhension, notamment sur le handicap psychique. Donc comme on l'a vu par la petite vidéo, on a tous une santé mentale et ce n'est pas parce qu'il y a des moments où elle fluctue qu'on est en situation de handicap. Comme nous le rappelle la loi du 11 février 2005, qui a reconnu les 6 formes de handicap sur lesquelles je vous ai fait le petit quiz tout à l'heure, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, comme on l'a bien vu, ce n'est pas le fait d'avoir un trouble qui constitue un handicap, c'est la répercussion que ce trouble a sur votre vie qui peut amener et aboutir à une reconnaissance handicap psychique. Les particularités des troubles psychiques, c'est qu'en général, ils induisent une incapacité à une personne de maintenir son équilibre mental. Ils apparaissent essentiellement à l'adolescence et au début de la vie d'adulte. Ce sont effectivement les périodes propices à ce trouble. Il y a également des apparitions plus jeunes, mais c'est relativement rare. Et ces troubles-là sont également bien souvent, et on le verra ultérieurement, influencés par des facteurs individuels, socio-économiques et environnementaux.
Donc, on va vous présenter ici quelques troubles. Donc, je vais passer la parole à Suzelle qui va venir en détail sur les troubles, qui va vous en présenter quelques-uns. On vous a dit, hein, on est sur une sensibilisation, donc on ne va pas vous faire la liste exhaustive du DSM-5 qui représente l'ensemble des troubles psychiques, mais on en a choisi quelques-uns. Suzelle vous les présentera, qui sont les troubles les plus fréquemment rencontrés dans le milieu de l'emploi. Donc, avant d'aborder certains de ces troubles, on va se poser 2 questions qui peuvent se poser dans le milieu du travail. Pensez-vous que travailler avec une personne en situation de handicap psychique fait peur? Alors, on va regarder peut-être sur le chat s'il y a des personnes qui réagissent. Oui. Ça peut, oui et non. Oui et non. Oui et non. En tout cas, il y a une majorité de oui, Certains ont peur. et ça correspond effectivement donc, aux chiffres. Pour 1/3 des Français, pour 3/4 des Français, pardon, une maladie psychique serait dangereuse. 1/3 des Français sont gênés à l'idée de travailler dans la même équipe et de partager un repas avec une personne ayant une maladie psychique. Donc on voit que ces chiffres, ils montrent encore qu'il y a qu'il y a encore une méconnaissance des troubles, des idées encore qui peuvent être erronées ou stigmatisantes. Et parce qu'il faut savoir que, par exemple, les personnes concernées par les troubles psychiques sont le plus souvent victimes et non persécuteurs. Seconde question. Les personnes souffrant de troubles psychiques peuvent-elles travailler? Une question qui paraît assez simple, mais la réponse peut être complexe. Oui, oui, oui. Donc sur le chat, c'est majoritairement des oui. Effectivement, 40% de personnes avec une RQTH pour des raisons psy travaillent. Donc ça implique forcément une amélioration des traitements et de la qualité de vie qui permet à un grand nombre de personnes de travailler en milieu ordinaire, et les éléments compensatoires qu'on verra plus tard avec vous, Sylvain. Donc quelques troubles, une liste non exhaustive des troubles qu'on va aborder: la dépression, la bipolarité, les troubles du spectre schizophrénique, les troubles anxieux avec un zoom sur la phobie spécifique et les addictions. La dépression. On a mis, alors, les têtes sont représentées de façon neutre. C'est pour illustrer le fait que les troubles psychiques touchent également hommes et femmes dans des proportions variables, mais en tout cas, tout le monde est touché. Donc, la dépression est caractérisée par une triade dépressive, c'est-à-dire une conception négative de soi, du monde et du futur. Je suis nul, le monde est nul, il n'y a pas de futur. Pour qu'une dépression soit diagnostiquée, il faut qu'au moins 5 des symptômes suivants perdurent pendant plus de 2 semaines et avec une intensité assez sévère. Donc, on peut avoir une humeur dépressive, une diminution de l'intérêt ou du plaisir, une perte de poids, des problèmes de sommeil, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, fatigue ou perte d'énergie. Donc, c'est le collègue que vous connaissez d'habitude, avenant, plutôt joyeux, et qui, pendant plusieurs semaines, se replie sur soi, s'isole, vous sentez qu'il dort moins bien, il a du mal il peut avoir du mal à aller vers les autres pour demander de l'aide. Voilà, je pense que la dépression reste quand même relativement familière comme trouble psychique. J'ai oublié le sentiment de dévalorisation, la culpabilité, et des problèmes pour se concentrer ou penser, qui sont particulièrement problématiques au travail, des pensées suicidaires récurrentes. Voilà pour la dépression. Alors, juste, je vois que certains d'entre vous posent quelques questions, donc on va dérouler l'action. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'à la fin de notre intervention, je les note sur un côté et on vous répondra dans le chat avec Suzanne. Ouais, excusez-moi, je n'ai pas pu de lire des questions en même temps, mais effectivement, voilà, on voit qu'il y a des questions complémentaires qui viennent, donc on y répondra dans le chat afin de pouvoir continuer la présentation. Et d'accord avec la prise de poids, effectivement, dans la dépression. La bipolarité, qu'on appelait autrefois psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est un trouble de l'humeur qui est caractérisé par une alternance de phases dépressives et de phases maniaques.
Alors, les phases dépressives et les phases maniaques, elles durent plusieurs semaines, hein. C'est pas je change d'humeur dans la journée. Et, voilà, le trouble bipolaire est vraiment caractérisé par des phases longues de maniaquerie et de dépression. Donc, ça va être le collègue qui, pendant plusieurs semaines, vous allez le voir à fond sur les projets, il va avoir 1000 projets en tête, il peut être euphorique, et les semaines d'après, il va se dévaloriser complètement, il aura l'impression d'être complètement nul et que ses idées au travail ne valent rien. On va ensuite voir les troubles du spectre schizophrénique. On sait que la schizophrénie, c'est souvent une pathologie, un trouble qui suscite beaucoup de préjugés. Donc la schizophrénie est un trouble psychotique, c'est-à-dire que c'est un trouble qui a souvent où il y a souvent une perte de lien avec la réalité et souvent une forme de déni. La personne concernée a souvent du mal à réaliser qu'elle est malade. Elle est caractérisée par 3 types de symptômes. Donc les symptômes positifs, dits aussi productifs, qui sont les hallucinations. Elles sont majoritairement visuelles ou auditives, mais elles peuvent aussi être olfactives. C'est un peu les symptômes les plus impressionnants. Les idées délirantes, ça peut être des idées mystiques, être persuadé que Jésus nous parle, des idées de grandeur, voilà. Des symptômes négatifs avec un repli social, une perte de plaisir et de la fatigue. Et un des symptômes qui est le plus prégnant, c'est une désorganisation psychique, ce qui peut rendre le travail particulièrement difficile. Voilà pour les troubles du spectre schizophrénique. La phobie spécifique fait partie des troubles anxieux. On a fait un zoom sur la phobie spécifique parce qu'elle elle peut être particulièrement handicapante au travail. Donc la phobie spécifique, je pense que ça vous parle. C'est une peur intense, déraisonnable et persistante sur des situations spécifiques. Je vais prendre l'agoraphobie comme exemple, qui est la peur des grands espaces. C'est particulièrement difficile pour des personnes qui, sur leur lieu de travail, ont du mal à travailler en open space, par exemple. La phobie sociale aussi, qui est la peur, par exemple, de parler en public, la peur de rencontrer des gens. C'est particulièrement pénible sur le lieu de travail. J'ai noté aussi l'amaxophobie, qui est un mot un peu barbare pour décrire la phobie de conduire. Donc pour les personnes qui, en milieu professionnel, ont besoin de faire des déplacements, ça peut être particulièrement handicapant. Et toutes ces phobies déclenchent en général de l'anxiété et de l'évitement. Donc ça peut même être se mettre en arrêt de travail pour ne pas avoir un déplacement à faire, pour ne pas avoir une prise de parole en public à faire. Je répondrai après, mais les TOC ne font pas partie des phobies spécifiques. On en parlera plus tard si vous voulez. On va finir par l'addiction, les troubles addictifs. Donc, ils sont caractérisés par l'usage d'une substance, mais aussi non liée à une substance. Donc, dans l'usage d'une substance, l'alcool, les drogues, les médicaments, et non liée à une substance, c'est toutes les addictions qui sont comportementales. On sait qu'aujourd'hui, depuis 2018, les jeux vidéo sont rentrés dans le DSM comme trouble addictif. On caractérise l'addiction on parle souvent des 5 C de l'addiction comme moyen mémotechnique. Donc, on a le craving, qui est un mot anglais pour évoquer une envie irrépressible de consommer. La personne ne pense plus qu'à ça, ne peut pas penser à autre chose. L'usage compulsif, l'usage continu malgré les conséquences. Donc, il y a une conséquence physique, mais aussi une dépendance psychologique qui s'interfèrent. L'une est aussi pénible que l'autre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui, l'addiction aux jeux vidéo qui a été reconnue. Merci Suzelle pour la présentation de ces troubles. Donc, avec les différents éléments dont vous a présenté Suzelle, on voit que vivre avec un handicap psychique a effectivement un impact sur l'organisme. Il y a des symptômes, il y a aussi des symptômes somatiques, pas uniquement psychiques, et c'est essentiellement des éléments qui conduisent à un ralentissement. On peut avoir aussi un impact sur la vie quotidienne. Ces personnes ont bien souvent des difficultés à prendre soin d'elles et aussi des difficultés à maintenir une activité. Au niveau de la vie sociale, les personnes en situation de handicap psychique peuvent avoir des problèmes relationnels. Ça peut être soit de la perte d'empathie, voire même la difficulté à établir des relations durables avec autrui.
Concernant le champ qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, la vie professionnelle, ces personnes-là, on va y revenir juste après avec d'autres exemples, mais peuvent aussi avoir des problèmes de motivation, mais également et surtout du fait de leurs troubles ou du fait des traitements parfois qu'ils prennent pour pouvoir se rétablir de leurs troubles, ont des problèmes d'attention et de mémoire. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. On sait qu'on est en visio, mais essayons d'échanger ensemble. À votre avis, on ne se rétablit jamais vraiment d'un handicap psychique. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je vous laisse quelques secondes dans le chat. C'est faux, faux, vrai, ça dépend. Ça dépend duquel. Vrai, point d'interrogation, ça dépend. Bon. Eh bien, c'est faux. Effectivement, on peut se rétablir d'un handicap psychique. Pourquoi? Parce que se rétablir signifie être capable de vivre, de travailler, d'apprendre et de participer à la vie sociale malgré la persistance de certains symptômes ou après leur disparition. C'est ce qu'on appelle le rétablissement dans le handicap psychique. Deuxième petite question, à votre tour, peut-on guérir du handicap psychique? Ah, là, on voit que c'est un peu plus question. Ah, bah, du coup, non, certains me disent oui, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, comme on dirait. Oui, je pense. Cela dépend duquel. Alors, il faut savoir que se rétablir, c'est être acteur de son projet et avoir tout simplement une vie ordinaire. Donc, on l'a vu, il y a des personnes qui peuvent reprendre un travail ou avoir une vie ordinaire tout en ayant été accompagnées préalablement. Et donc, il est possible d'aller mieux, de travailler. C'est pour ça qu'on ne parle pas de maladie psychique, on parle de handicap psychique et de troubles psy. Une maladie, ça sous-entend qu'on guérit. Nous, au CREPSI, on aime bien dire qu'on se rétablit parce que c'est la capacité d'aller mieux, de travailler, d'avoir une vie sociale malgré la persistance des symptômes. Et donc, on parle plus de rétablissement que de guérison lorsque l'on parle de troubles psychiques. Dernière question. En quoi le handicap psychique, selon vous, concerne le monde de l'entreprise? Alors, les réponses arrivent. Alors, Il y en a beaucoup. Beaucoup sont concernés. RPS, ça peut amplifier. Les travailleurs ont des handicaps psychiques. Ça peut être lié à une cause de surstress, de surcharge et un impact de l'environnement. il y a beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas, hein, mais on les notera. Hein. D'accord. Il s'agit de la première cause d'invalidité, effectivement. Et c'est la première cause d'arrêt de travail après les maladies courantes comme la grippe, les maladies saisonnières comme la grippe, etc. Il faut savoir qu'avant, c'était les troubles musculo-squelettiques qui arrivaient en deuxième cause. Et en fait, le handicap psychique est devenu la deuxième cause. Donc, comme on a pu le voir, le handicap psychique a des répercussions sur le quotidien. Si on fait un zoom sur le travail, ça peut avoir un impact sur le ralentissement moteur et intellectuel. Un collègue peut, par exemple, prendre plus de temps pour réaliser des tâches. Il peut faire preuve de fragilité, de maladresse, manquer d'attention, faire des oublis, des erreurs dans son activité. Il peut parfois également développer des difficultés de compréhension ou de mémorisation, de concentration. Donc peut-être que mettre en place effectivement des grilles de rappel des tâches ou des outils, ça peut être aidant, facilitant. Certaines personnes ont des incapacités du coup à respecter ces consignes, non pas qu'elles ne le veulent pas, mais c'est lié effectivement au trouble ou au traitement qu'elles peuvent prendre. Elles ont bien souvent, et ça c'est dans la majorité des cas, sentiments de dévalorisation et de perte de confiance, qui se traduit aussi par de la perte de motivation et d'esprit d'initiative. Et enfin, cela peut également évoquer des difficultés relationnelles et notamment des complications dans les équipes. Donc, pour conclure cette petite partie de sensibilisation, je vous propose une petite vidéo avant de laisser la parole à nos collègues de la GFIP qui reviendront sur les répercussions du travail et qui seront là pour vous outiller pour pouvoir effectivement mieux accompagner ou mieux travailler avec une personne en situation de handicap psychique. Pour terminer, on vous propose juste une petite vidéo qui résume comment on peut effectivement vivre ou se rétablir lorsqu'on est en situation de souffrance.
this is me. I could say that, this bit is me as a mum and this bit's me as a teacher, but either way, here I am. And I'm actually really attached to me and very invested in me, and we've been together for quite a while. And this is pain. And first it comes like this, ba-doing. I don't like that. I really don't like that. So I take it to a doctor or a nurse and I say, please, can you take away my pain? And they go, yeah, sure. There we go. Hang on, a little bit more. Or better now. Good as new. Yep, there's me. But the pain comes back sometimes. Lots of it. Dollops of it. And it starts affecting all of me. Because look, this is life happening. And after a while, the pain affects my work and me as a mum, and me as a teacher, whatever. Here it is happening. Now this is me. I'm not as bright as I used to be. I can hardly recognize myself. I'm really not liking this. So I take it to the doctor and I say, please, can you take the pain away? And the doctor says, I can't. Now this is me, not bright, not happy. And I think, what can I do? And I think, I'll add more to my life, bits that have nothing to do with the pain, like all the things I do with the people I love, and things I love doing. I'm going to really invest. I'm going to add dollops of the bits of me that aren't anything to do with the pain, and here is life happening. Now this is me. I'm not as bright as I used to be, and I'll probably never be as bright. But I'm brighter, and look, I'm bigger. Voilà, nous allons vous... Donc, comme on a pu le voir dans le chat, à l'inverse, le travail peut également aider à faire face à des troubles psychiques. Donc, c'est sur ces belles paroles que je repasse le témoin à Sylvain pour la suite de ce séminaire. Merci à tous pour votre attention. Merci pour votre participation. Et voici le moment où vous allez pouvoir réfléchir ensemble et avoir des outils. Belle journée à tous. Au revoir. Ton micro est coupé, Sylvain. Merci, Carole. Merci Et pour cette... il faudrait que tu redimensionnes ton écran. Ok. On ne le voit pas en grand. Super. Non. C'est bon? C'est bien, merci. Super. Ok. J'essaie en même temps de vous retrouver. Voilà. Donc, merci pour ce dernier film, cette métaphore sur la douleur qui illustre très bien la notion de rétablissement. C'est toujours intéressant d'avoir un apport complémentaire avec des images. Et surtout, ça donne l'idée d'aller effectivement, que la personne peut continuer à grandir et que le rétablissement est quelque chose qui peut être positif et faire grandir. C'est une vision très intéressante. On arrive maintenant sur la deuxième partie de cet atelier, comme nous en parlions tout à l'heure, sur le management d'une personne en situation de handicap psychique. Comme on l'a dit, il ne diffère pas du management d'un autre salarié en situation de handicap, mais quelques situations peuvent se présenter. Donc, les thématiques qu'on va aborder sont à la fois, la première thématique sont une problématique de cadrage d'un manager face à une personne en situation de handicap qui vient poser sa souffrance, et finalement le manager ne sait pas bien la gérer, on le verra. Il y a un deuxième groupe qui va travailler sur l'aspect du retour après un arrêt long d'une personne qui a fait un burn-out, enfin qu'on suppose avoir fait un burn-out, on ne rentrera pas dans les données médicales.
Et le troisième film sera sur la menace suicidaire, comment est-ce qu'on la reçoit et comment on peut la traiter. Alors là encore, les séquences vont être très courtes en sous-groupe, une quinzaine de minutes. Vous allez être affecté de manière aléatoire dans des ateliers distincts. En tant que manager et de l'accueillir personnellement, c'est peut-être aussi essayer de se mettre à la place de la personne qui a été en arrêt long, et c'est de se dire comment moi, si j'étais dans ce cas-là, comment j'aimerais être accueillie ce jour-là. Donc, est-ce que j'aimerais avoir un entretien juste avec mon manager ou revoir tous mes collègues à la pause café, ou voilà, essayer d'imaginer un accueil chaleureux pour que la personne puisse se sentir effectivement bien, et ça jouera effectivement sur sa capacité à réintégrer donc l'entreprise et son bien-être au travail. On va aussi faire un petit focus sur l'entretien, réaliser l'entretien professionnel. Sylvain, voilà, merci. Donc là, l'entretien professionnel de reprise. Donc là, c'est bien le manager qui le prépare, qui l'organise. L'objectif est double. De cet entretien professionnel, c'est bien faciliter le retour du collaborateur et détecter d'éventuels signaux. Donc, c'est vraiment un temps de partage, un temps d'échange. Mais on le sait bien que cet entretien ne fait pas tout. Il va falloir aussi, vous, en tant que manager, aller un petit peu plus loin avec un accompagnement régulier et un suivi de votre salarié qui revient d'un long arrêt. Peut-être bien, penser aussi, il va revenir, regarder sa feuille de route, ses objectifs. Penser à les réajuster aussi, pour éviter que la personne se dise j'ai été longtemps absente, je vais essayer de me surinvestir pour rattraper le retard. Donc voilà, éviter ce genre de choses. Et puis, lors de vos entretiens réguliers, si vous apercevez que la personne a des difficultés, elle ne se sent pas très, très bien, ne pas hésiter effectivement peut-être à reprendre un rendez-vous avec le médecin du travail qui pourra faciliter en fait la prise en compte de ces contraintes qui sont liées donc à son état de santé, et puis pourquoi pas l'orienter, comme ça a été dit aussi dans notre Padlet, vers une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Merci Voilà. beaucoup, Carole. On a également la possibilité, mais vous l'avez certainement noté sur le Padlet, de pouvoir faire en sorte que le référent handicap vienne se positionner lors des journées de réaccueil en proposant la possibilité aux collaborateurs de rencontrer la mission handicap, si la personne est URQTH ou non, en tout cas, et qu'elle le souhaite, pour donner des informations et effectivement faciliter le retour à l'emploi de la personne. Merci beaucoup. On va passer au troisième film, qui s'appelle La menace. Donc, un collaborateur a eu des comportements violents à 2 reprises et se retrouve dans le bureau de son manager pour un recadrage. Quand le manager précise que la faute donnera lieu à une sanction, le salarié s'emporte, quitte rapidement le bureau et menace de se suicider en faisant porter la responsabilité de son geste au manager. Au final, le manager appelle son médecin pour pouvoir être entendu sur cette situation complexe et pénible émotionnellement, notamment au niveau de la culpabilité générée, ou de la culpabilisation de la personne qui claque la porte en disant qu'elle va se suicider et qui cherche à culpabiliser effectivement le manager. Le film illustre les difficultés à réaliser un entretien de recadrage avec une personne dans une situation de déséquilibre, ainsi que l'impact pour la personne qui la reçoit de la menace suicidaire. Le dilemme du manager, il doit faire face à une menace suicidaire qu'il pressent ne pas pouvoir affronter seul. Comment faire dans cette situation? Donc, on ne l'a pas traité dans les éléments du débrief, mais on en a largement parlé pendant l'atelier. Il y a déjà la première question qui est comment faire un entretien de recadrage dans ce cadre-là. Les différentes personnes ont insisté sur le fait que, avant même de mettre en place une notion de recadrage sur ce point-là, il aurait fallu aborder plus largement et avec plus d'empathie les difficultés rencontrées par le collaborateur. Là, nous, on s'est vraiment positionné sur un entretien de recadrage. Et dans le cadre de cet entretien de recadrage, les bonnes pratiques sont de factualiser les difficultés rencontrées. Donc, c'est ce qui a été le cas par le collaborateur. Depuis 6 mois, il y a 2 fois où il y a eu des passages à l'acte violent. Il y a eu un certain nombre d'actions, de choses concrètes qui ont été faites, qui ont dépassé le cadre. Et Excuse-moi, Sylvain, on voit pas ce non, parce qu'il n'y a pas la planche sur cette partie-là. Je me permets de la rajouter. Je me permets de la rajouter parce que c'est la coloration qu'on a eue dans le groupe, et donc je partage ces éléments-là. On le remettra certainement dans le support final. Voilà. Le point qui a été proposé en piste de solution, et c'est une bonne réponse, c'est de faire le rendez-vous à plusieurs. Si un collaborateur, un manager se sent en difficulté face à une personnalité un peu forte, qui a tendance à monter dans les tours, on peut tout à fait faire un entretien de recadrage avec une deuxième personne, l'appui de la RH, ou même son N+1,
en tant que manager, plus la RH, si jamais on avait besoin de ça pour maintenir une certaine équité finalement dans la manière de faire face à l'énergie un peu forte d'un collaborateur qui aurait tendance à s'emporter. On peut également, dans le cadre d'une situation qui a dérapé, reprendre la situation à froid et proposer à la personne, enfin proposer, orienter vers la personne vers une situation, vers le service de santé au travail, en pensant bien toujours à prévenir le service de santé au travail de la situation et de là encore factualiser la difficulté rencontrée. Voilà. Et on le verra tout à l'heure dans ce cadre-là également, en tout cas, quelles que soient les difficultés qui peuvent être rencontrées, on peut également mobiliser des appuis spécifiques, mais Stéphanie nous en dira un peu plus tout à l'heure. Je reviens plus spécifiquement sur la gestion de la menace suicidaire. Voilà. Alors, pardon, toujours sur le recadrage, organiser un entretien avec le manager ou l'ARH en dehors de la situation d'urgence, avant que la situation ne se dégrade, si le salarié est calme et que les échanges sont possibles au retour du collaborateur après un arrêt. Je reviens sur la partie de la menace suicidaire. Donc la menace suicidaire doit toujours être prise au sérieux. Elle traduit toujours une souffrance du collaborateur. Elle peut précéder un passage à l'acte et elle est toujours impactante pour celui qui la reçoit. C'est ce qu'on voit notamment dans le film avec le manager qui est obligé d'appeler son propre médecin pour pouvoir en parler et vivre un peu mieux ou avec du recul la situation qu'il a vécue. La menace suicidaire doit toujours être partagée et remontée. On peut avoir des collaborateurs qui disent, bon, je vais te confier une chose qui est très importante, mais surtout tu n'en parles pas. J'ai des idées suicidaires, j'ai imaginé un passage à l'acte de telle ou telle manière. Quels que soient les éléments dont la personne vous en parle, vous ne gardez pas ça pour vous. Et la difficulté et vous pouvez le poser au collaborateur. Non, je suis désolé, tu me parles de suicide, c'est quelque chose de grave que je ne peux pas garder pour moi. Je vais en parler au médecin du travail. Parfois, on est dans un conflit de loyauté par rapport aux collaborateurs et vous ne vous sentez pas de dire cette phrase-là au collaborateur en ayant peur qu'il puisse effectivement surréagir. Si vous n'arrivez pas à lui dire, tu me parles de suicide, c'est quelque chose de grave que je ne peux pas garder pour moi, vous zappez cette étape, néanmoins, vous en parlez quand même auprès du médecin du travail, de votre supérieur et de la DRH. C'est aussi vrai pour les référents handicap, c'est vrai dans le cadre d'actes de management. OK ? Dans les autres pistes possibles, alors donc les sources, c'est une fiche action GAE Conseil SSTIB, donc c'est comment réagir face à un comportement anormal, mais c'est également des éléments qu'on a pu retrouver dans la formation Premier secours en santé mentale, on va en parler un petit peu plus loin. Face à la situation d'urgence et notamment à la menace suicidaire, l'idée, ça va être de vous mettre en sécurité vous-même si vous sentez qu'il y a une menace envers vous. C'est d'abord vous que vous devez, à vous que vous devez être attentif. Vous prenez le lien avec le médecin du travail, vous éloignez le collaborateur de son poste de travail, on fait accompagner, si vous êtes son manager, le collaborateur par un collègue ou un secouriste dans un lieu sécurisé et calme, et on ne laisse pas le salarié seul dans l'attente d'un avis médical ou d'une prise en charge. On le laisse toujours accompagner. Voilà. Vous faites un appel au 18, donc les pompiers, si la menace suicidaire est imminente, ou au 15 si la personne parle du suicide. Voilà. Si le trouble du comportement est important avec des signaux soudains, au moindre doute pour avoir un avis du médecin régulateur, on passe par le 15. Si le salarié est violent, alors là on parle, c'est différent du film. Dans le cadre du film qu'on a pu voir, on serait plutôt sur le 15. Si le salarié est violent, on appelle le 17. Et pour soi-même ou pour le collaborateur, si le collaborateur est calme, enfin en tout cas pas dans la situation de crise qu'on vit dans le film, vous pouvez l'orienter vers le 3114 pour qu'il puisse avoir la possibilité d'exprimer sa souffrance, d'avoir une écoute bienveillante par des professionnels qui vont l'écouter et puis qui vont essayer d'évaluer avec lui et de lui proposer des pistes de solutions pour l'accompagner. Voilà. Le 3114, ça fonctionne également pour les personnes qui reçoivent la menace suicidaire, comme c'est le cas de notre manager qui est démuni sur le sujet. Là, dans la vidéo, il appelle son médecin traitant, mais il peut aussi tout à fait avoir besoin de décharger et de trouver une écoute attentive qui va l'aider, lui, à trouver les bonnes solutions, les bons gestes par rapport à ce qu'il a pu vivre en lien avec la menace suicidaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour aller plus loin, il y a une formation PSSM, Premier secours en santé mentale, qui est un programme qui est international sur une formation de 2 jours, qui permet on va dire, de se questionner, de questionner la personne pour savoir si notamment elle a un plan précis. Alors, sur l'atelier qu'on a qui est très court, on ne va pas vous donner ces clés-là. Néanmoins, si vous voulez vous outiller
pour pouvoir répondre à ce type de situation, la formation Premier secours en santé mentale, vous allez sur le site PSSN France et vous aurez un certain nombre de dates en proximité de toutes les villes de France pour pouvoir suivre ce programme. Vous trouverez également les carnets du secouriste en santé mentale, avec un carnet sur mieux comprendre une personne ayant des idées et comportements suicidaires. Voilà. On n'a pas le temps d'aller plus loin sur ces sujets. Vous voyez bien qu'on a survolé les situations, mais en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir vous faire échanger et de vous rappeler quelques éléments très pratico-pratiques pour avoir les bons réflexes quand ce genre de situation peut se passer. Et là encore, pour vous, en tant que référent handicap, c'est d'accompagner le manager pour le renvoyer à sa responsabilité de manager, notamment le recadrage, notamment le maintien du lien. Et le maintien du lien et le maintien de sa posture de manager et non pas d'assistante sociale ou de médecin du travail. Et enfin, dans le cadre de la situation du retour d'un arrêt long, de rester en lien avec les RH pour s'assurer qu'on garde le lien pendant l'arrêt, soit soi-même, soit le collègue, et qu'on assure les conditions de reprise avec un retour qui soit préparé, éventuellement avec un entretien de liaison, un entretien de réaccueil. On passe à la dernière séquence de cet atelier, la présentation des appuis spécifiques. Et Stéphanie, je te laisse la main. Je crois que, à moins qu'on commence par la vidéo et que ce soit moi qui la lance, est-ce que tu dis un petit mot avant que je lance la vidéo? Je vais dire un petit mot, merci Sylvain. Effectivement, nous venons de voir un certain nombre de situations, des premières pistes de solutions, des ressources, mais il y a également des outils qui sont à votre disposition, et notamment le dispositif de la GFIP, donc les appuis spécifiques. On va vous passer donc une rapide vidéo de présentation, et puis je reviendrai un peu plus en détail sur ces appuis. Alors, le film est où? Voilà. Vous voyez mon écran avec le film ou pas? Pas encore. Pas encore. Faites le partage, excusez-moi. Oui, tu peux le mettre en plein écran, c'est très bien. Vous êtes employeur public ou centre de gestion sous convention avec le FIP-HFP, employeur privé éligible, conseiller France Travail, Cap Emploi ou mission locale, et vous accompagnez une personne handicapée, mais les conséquences de son handicap représentent un frein. Le service Appui spécifique met à votre disposition l'expertise d'un prestataire pour apporter des solutions concrètes et sur mesure à vos besoins de référents de parcours. Les conseillers des dispositifs Comet, Emploi Accompagné ou certains acteurs régionaux peuvent également accéder à ce service. Le service Appui spécifique peut être mobilisé en complément des dispositifs de droit commun pour une personne handicapée reconnue comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il intervient en réponse à votre analyse de besoin, quelle que soit l'étape du parcours de la personne. Accès à l'emploi, accès à une formation, y compris en alternance, maintien dans l'emploi ou en formation, reconversion ou évolution professionnelle. Conçu et financé par l'AGFIP et le FIP-HFP, ce dispositif vise 4 objectifs principaux. Identifier des solutions de compensation, appuyer leur mise en œuvre si nécessaire, favoriser l'autonomisation de la personne bénéficiaire, enrichir les compétences des prescripteurs et autres parties prenantes sur la prise en compte du handicap. Le prestataire apporte des conseils, des techniques et modes de compensation objectivés et contextualisés pour sécuriser le parcours professionnel de la personne en situation de handicap, en lien avec un handicap visuel, un handicap auditif, un handicap psychique, un handicap moteur, incluant les maladies chroniques invalidantes, des troubles du neurodéveloppement, incluant les conséquences des troubles cognitifs, des troubles du spectre autistique, du handicap mental et de l'épilepsie. Un seul endroit pour déposer votre demande. En ligne, sur le site internet de la GFIP. Puis laissez-vous guider, le process est identique quel que soit le handicap. Pour aller plus loin, découvrez notamment le module « Mobiliser un appui spécifique » en créant votre compte sur le service numérique d'appui à la professionnalisation. https://appuipro.agfip.fr/learn. Donc cette petite vidéo, vous pourrez la retrouver sur le site de la GFIP. Donc elle synthétise bien donc la finalité de ces appuis. On va revenir donc sur les principes généraux de ces appuis. C'est bien un dispositif qui est national.
qui fait intervenir des prestataires donc, sur toutes les typologies de handicap, on l'a vu, mais donc vous en avez effectivement sur le handicap, c'est juste avant, Sylvain, juste avant. Non, mais c'est pas grave. Tu peux passer. Donc ça fait intervenir donc, des prestataires donc, sur le handicap psychique. Donc, ce sont des prestataires qui sont différents hein, selon les territoires, qui interviennent selon leurs expertises. Et donc, on est bien sur une finalité d'éclairer par une expertise qui est ponctuelle la mission d'accompagnement du référent de parcours, de l'acteur habilité à prescrire ses appuis spécifiques, donc qui peuvent être donc, le référent de parcours Cap Emploi, France Travail, mais également les employeurs. En tant qu'employeur, vous êtes prescripteur direct pour pouvoir mobiliser ces appuis, aidés ou pas, d'un référent de parcours de Cap Emploi, par exemple. L'objectif, c'est bien d'identifier des solutions de compensation qui sont efficientes, individualisées, concrètes et bien adaptées à la situation de la personne, et puis d'appuyer à leur mise en œuvre, donc si c'est nécessaire. Avec ce double objectif, donc de favoriser l'autonomisation de la personne bénéficiaire, et puis de faire monter en compétence donc les prescripteurs et les autres parties prenantes, notamment peut-être le manager, l'employeur et le médecin du travail. Alors, nous avons donc il y a eu des étapes de parcours hein, qui ont été listées dans cette vidéo. Donc, effectivement, ces conseils et cet appui du prestataire, ils sont mobilisables à toutes les étapes du parcours de la personne et notamment en entreprise, on peut mobiliser un appui spécifique pour aider dans la phase de recrutement, par exemple pour accompagner le salarié en amont, pour l'aider à préparer son entretien de recrutement, à repérer les lieux, à le mettre en confiance. On peut également mobiliser cet appui au moment de l'intégration du salarié, d'un alternant ou d'un stagiaire, notamment pour sensibiliser le collectif de travail, par exemple les collègues, le manager, l'équipe dans laquelle le salarié va évoluer. On peut également mobiliser l'appui pour pouvoir étudier l'environnement, pour justement identifier et mettre en place les moyens de compensation qui sont nécessaires, l'aménagement par exemple du temps de travail, mettre en place des pauses régulières, liées peut-être à une fatigue suite à une prise de médicaments, faire des points d'activité plus ou moins régulièrement, donc caler le rythme des rencontres, caler une organisation de temps de travail adéquate, l'emplacement du bureau, etc., etc. J'évoquais l'alternant, donc on peut faire intervenir ce prestataire donc, en entreprise, mais également dans le centre de formation, lorsque la personne est elle-même sur ses temps de formation. La possibilité également d'anticiper un retour, par exemple, après un arrêt long, un arrêt maladie assez long, on peut faire une évaluation, analyser donc les capacités de la personne. Bien sûr, on peut débuter cette analyse et cet accompagnement durant l'arrêt maladie de la personne, mais bien sûr avec l'accord du médecin conseil de la CPAM. Et puis, ça permet de préparer le retour, donc en identifiant les moyens de compensation à mettre en œuvre. Également, une situation de reclassement, donc l'accompagnement possible en amont, donc pour pouvoir analyser l'adéquation entre les capacités de la personne et le nouveau poste visé, et puis donc durant la phase d'intégration sur le nouveau poste. À noter que les appuis spécifiques n'ont pas pour une finalité d'intervenir pour gérer des conflits, ou gérer des conflits RH notamment, mais il est possible de les mobiliser pour anticiper des situations qui pourraient mener à une rupture, afin d'identifier les sources et les solutions à mettre en œuvre rapidement. Stéphanie, peut-être un petit point, juste une question. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour tous les collaborateurs ou faut-il être reconnu travailleur handicapé? Oui, il faut une reconnaissance de travailleur handicapé ou ayant engagé la démarche, en fait. Ok, donc un dépôt de la demande à la MDPH peut suffire, c'est ça? Oui, tout à fait. Le justificatif du dépôt de la demande, oui. Merci beaucoup. Et juste une précision concernant les mobilisations d'appui spécifiques lorsque la personne est en emploi. Il y aura systématiquement de la part du prestataire un suivi des préconisations qui auront été établies afin de vérifier que tout est OK, que la mise en œuvre s'est bien passée pour le salarié, pour l'employeur. Donc, il y aura toujours un point après 3 mois, au plus tard 6 mois, pour vérifier donc, que tout est OK et éventuellement réajuster les besoins et les moyens de compensation si nécessaire. Merci.
Alors, j'ai fait vite, hein, mais il y a d'autres ressources à votre disposition. La petite vidéo l'évoquait. Il y a un module en e-learning qui est à votre disposition sur le service d'appui numérique à la professionnalisation au niveau de la GFIP. Donc, ce module qui est mobilisé un appui spécifique, donc qui vous permet donc de vous proposer le pas à pas et puis de vous faire découvrir donc les étapes de ce service. N'hésitez pas également à vous tourner vers les conseillers des Cap Emploi hein, qui ont une offre de service sur le maintien, des conseillers de France Travail, et puis un flyer qui est à votre disposition sur le site de la GFIP, et puis bien sûr vos interlocuteurs que vous retrouverez sur le site internet et dans vos délégations régionales. Alors, nous passons donc à la dernière séquence de ce webinaire. Alors, il est déjà l'admis, mais promis, on ne va pas vous garder plus d'un quart d'heure. Néanmoins, on a la chance d'avoir le témoignage de Virginie Leclerc, qui est salariée du secteur privé. Et nous aurons également une conclusion très brève de Monsieur Dimitri Ebrahim, qui est son accompagnement sur les appuis spécifiques. Et je vais laisser Stéphanie mener les échanges avec Madame Leclerc, que je remercie déjà chaleureusement d'avoir accepté de témoigner. Oui, Madame Leclerc, donc qui est présente aujourd'hui avec nous, qui a accepté de témoigner. Je vais vous laisser vous présenter et puis nous parler un petit peu ensuite du contexte dans lequel vous évoluez aujourd'hui, des choses qui vont bien et des choses qui vont peut-être un peu moins bien et de l'accompagnement donc que vous avez en cours aujourd'hui. Alors, Pas de micro, Oui. d'accord. Alors, je vais essayer de réactiver votre micro. Voilà, ça y est. Non. Le micro est toujours... Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, je vais faire un appel à un ami. Ainsi, vous m'entendez? Super, Oui, merci. Bon, ok, alors c'est merci, parfait. merci Madame Leclerc, c'est Merci. Bonjour à tous. Voilà, je vais me présenter rapidement. Donc, j'ai 53 ans, je suis en poste, je travaille dans une fonction ressources humaines, plus précisément le conseil en ressources humaines. En gros, j'accompagne des personnes en quête de sens au travail, dans leurs projets de mobilité professionnelle, sur des sujets de reconversion. Voilà, et donc pour ma part, j'ai un handicap cognitif depuis 5 ans, mais qui génère effectivement des impacts psychiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui va bien dans le travail? Quelles sont les choses qui vont bien pour vous? Oui, Et- alors déjà, effectivement, dans l'entreprise, c'est un sujet qui est, je dirais, d'importance, hein. On a un accord diversité qui intègre effectivement le sujet du handicap, avec un employeur qui est ouvert aux échanges pour trouver des solutions, en attente, pour l'instant, de propositions concrètes d'aménagement, hein, de préconisations externes, en gros d'une feuille de route qui pourrait du coup permettre de mettre en place quelque chose qui me permet de travailler, je dirais, aisément par rapport à mon handicap. J'ai aussi un suivi trimestriel de la médecine du travail. Ça, c'est évidemment un appui, un soutien important. C'est d'ailleurs la médecine du travail hein, qui a, pour l'instant, émis une recommandation en matière de volume de travail, au sens de limiter mon nombre de rendez-vous journaliers. Donc ça, c'est pour le moment ce qui a été mis en œuvre. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Qu'est-ce qui est plus compliqué aujourd'hui pour vous alors? Alors, en fait, la situation est un peu comme transitoire, c'est-à-dire que j'ai un aménagement qui est préconisé par le médecin du travail, mais qui est vu comme quelque chose de temporaire, en fait, par le manager, par l'entreprise de manière globale. Donc, cet aménagement, il est reconduit maintenant depuis 2 ans, mais ça génère effectivement une charge mentale en plus, puisque ça nécessite à chaque fois de finalement rejustifier de nouveau le fait que le handicap nécessite un aménagement. Et ça, c'est vrai que c'est un peu pesant,
En tout cas, moi, ça me rajoute de la charge mentale. Autre point, et du coup, ça fait écho aux exercices que vous avez faits. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre structurant, c'est-à-dire des attentes qui ne sont pas clarifiées. On me dit, bah, tu fais au mieux. Alors, à la fois, ça montre effectivement un intérêt porté au sujet, mais moi, ça m'amène une pression complémentaire puisque finalement, ça m'oblige à être dans l'effort permanent afin de compenser mon handicap pour faire au mieux. Donc, c'est vrai que dissocier les objectifs, c'est-à-dire les adapter à ma situation de handicap, m'aiderait, en tout cas m'apporterait plus de confort, me permettrait d'avoir finalement des repères clairs, identifiés, et de me dire, ben voilà, j'ai cette feuille de route. Là, ça me donne l'impression parfois d'être en roue libre et du coup de devoir redoubler d'efforts pour compenser mon handicap. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, votre handicap, tout vos à difficultés concrètement? Donc, oui, bien sûr. Donc, mon handicap émane d'un Covid long. Dont j'ai eu une atteinte Covid en 2020 et très vite, finalement, cette situation de dégradation cognitive s'est mise en marche. Alors, en fait, j'ai des épisodes de brouillard mental qui amènent à avoir des pertes de mémoire. Des pertes de mémoire courtes, en fait, on me dit quelque chose, mais je suis incapable de l'imprimer entre guillemets dans mon esprit. Je l'oublie tout de suite. Des difficultés à m'exprimer aussi, donc je perds les mots, en fait. Je n'arrive plus à les exprimer. Des malaises post-effort. Ça veut dire que finalement, quel que soit l'effort à fournir, ça devient quelque chose d'insurmontable. Un détail pour le commun, je dirais, des mortels, mais pour moi et puis d'autres personnes qui sont atteintes, c'est un état de fatigue écrasante, en fait, qui met des jours et parfois des semaines. Donc, ça nécessite, en fait, de pratiquer, il n'y a pas de traitement, ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire fractionner, en fait. Fractionner les temps d'activité, les temps de pause. Oui. Donc pas là, on voit forcément bien, évident dans tous les métiers. on voit bien le lien entre le handicap psychique est bien une conséquence des troubles cognitifs, donc qui a été déclenché post-Covid. Donc on voit bien qu'il y a des impacts psychiques et que c'est pour ça aujourd'hui que vous êtes accompagné. Et justement, comment se passe cet accompagnement donc au travers d'un appui spécifique? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter? Oui, alors effectivement, déjà, c'est un espace d'échange avec un tiers de confiance avec lequel je peux échanger en toute transparence. J'entends quelqu'un d'extérieur finalement à mon organisation, à mon entreprise. Donc, c'est une aide effectivement précieuse qui permet, en tout cas qui m'a permis déjà de prendre conscience des impacts psychiques du coup de mon handicap, que je n'avais pas forcément tous identifiés. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est un élément éclairant. Donc ça permet vraiment de faire le point, de prendre la hauteur aussi par rapport à la situation, de regarder ça avec d'autres lunettes. Et puis, finalement, au-delà du constat de la situation, c'est identifier les leviers, les actions, les conseils qui pourraient améliorer la situation, donc que ce soit en termes de fonctionnement, d'organisation, de charge. Et puis, je vois aussi en cela, ça va être pour moi en tout cas une aide importante pour qu'il y ait des recommandations, en tout cas des conseils, que ce soit quelque chose qui ancre véritablement le fait que voilà, il y a cette adaptation finalement du travail qui est préconisée, qui est recommandée au vu de la situation. Donc ça, je dirais, ça va faire poids évidemment par rapport à mon employeur et pour que finalement ça me dégage aussi moi de ma charge mentale cet aspect-là. Dire voilà, il y a ces recommandations, elles sont mises en œuvre et il n'y a plus cette notion de temporaire qui est bien lié à mon handicap. Voilà, donc voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup, c'est très clair. Juste un mot de la part de Monsieur Ibrahim qui vous accompagne sur ce volet appui spécifique. Je vous laisse la parole, Monsieur Ibrahim, si vous voulez conclure et préciser l'accompagnement que vous avez avec Madame Leclerc.
Alors, bonjour à toutes et à tous, et je vous prie déjà de m'excuser. J'ai déjà excusé auprès de Madame Leclerc, mais elle sait pourquoi au niveau de ma voix. On va essayer de faire au mieux. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, j'essaierai de faire un meilleur effort. Je remercie Madame Leclerc de ce point de vue. Mon activité dans le cadre des appuis spécifiques, bon, vous pouvez voir qu'il y en a différents types. Analyse de situation, préconisation en maintien à l'emploi, ou d'autres thématiques. Des fois, il y a une continuité. Des fois, c'est une porte d'entrée. Donc, on voit qu'il y a une porte d'entrée qui est liée, des fois, à des situations de plurihandicap ou pas forcément en situation de handicap psychique, mais qui a des répercussions. Donc, mon travail consiste aussi à faire une perspective entre la personne avec les rapports avec sa tâche, avec le lien avec le collectif de travail, mais aussi l'organisation. Donc, tout ne vient pas de la personne. Tout ne vient pas de l'organisation, tout ne vient pas, j'allais dire, du collectif de travail en lui-même. C'est un élément de confluence. Simplement, dans le travail collaboratif, puisque c'est un élément d'échange, mon but, c'est pas de dire, comme une recette magique, vous allez faire ça, ça, ça. Il y a des perspectives, des champs analysés, et regardez, suivant le temps, le moment, s'il y a l'opportunité à appliquer telle ou telle action en coordination avec les prescripteurs, en coordination avec la médecine du travail. Voilà en quoi consiste une partie au moins de mon activité, en plus du conseil, puisque Madame Foulot avait dit aussi, et ça c'est aussi très important, qu'il y a un suivi qui se fait après les conseils, les préconisations, la mise en application. Il y a un suivi régulier qui doit être appliqué pour que toutes les actions puissent s'être enclenchées. En tout cas, c'est ce que je peux dire de l'activité que j'effectue au sein d'ID Formation à Lille, ainsi que d'autres, d'autres partenaires qui sont sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Un grand merci, Madame Leclerc, de votre témoignage. Merci à vous. Il est 16h42, on a un petit 12 minutes de retard, mais néanmoins, c'était très riche de vous avoir tous les deux sur cette dernière étape. Je remercie également à nouveau Suzel Métro et Cindy Mandler du CREPSI des Hauts-de-France. Et je remercie également chaleureusement mes collègues qui nous ont aidés à préparer cet atelier, à l'animer aujourd'hui, donc Stéphanie Foulois et Carole Coeffier. Très bonne URRH à tous. Nous vous souhaitons des bonnes rencontres, des échanges, des ateliers pratiques ou d'autres moments riches en partage jusque demain. N'hésitez pas à nous mettre dans le fil de conversation un mot sur ce que vous avez pensé de l'atelier, si ça vous a plu ou ce qui vous a plu en particulier. En tout cas, nous vous remercions chaleureusement de votre implication sur chacun des ateliers et dans votre écoute active. Voilà. À tous, à très bientôt et encore une fois, un grand merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. J'en profite, Madame Foulois, si vous m'entendez, Monsieur Coston. Je vais quitter, Juste je un vais instant, fermer vous la salle et on remercions se du temps retrouve. accordé. Voilà. Très bien, ok, merci. Merci, Monsieur Ibrahim. On va raccrocher, on rend l'antenne et très bonne URRH à tous. bientôt. Néanmoins,